antenne de droite pour rigoler ensemble ce soir sur la situation actuelle. Comment on va faire des blagues? C'est ce que je me demande pendant toutes les insomnies que j'ai faites depuis que j'ai lancé cette idée. Ce soir, on est réunis pour rigoler un petit peu, trouver des pistes, pour trouver du sens à ce fascisme qui se développe un peu. Voilà, donc je suis trop contente que vous soyez là dans ce contexte international particulier, hein, cette gestuelle internationale particulière. Alors moi, je suis pas chorégraphe. Mais il me semble que ce qu'a fait Elon Musk pendant l'investiture de Trump, c'est un salut nazi. Voilà, non mais juste... Non mais... Attention, parce que c'est un salut nazi. Voilà, je voulais juste... Vous ferez attention, c'est un salut nazi. Je vois pas comment ça aurait pu être plus nazi que ça, en fait, vraiment. Peut-être que s'il était arrivé, il avait fait comme ça. Ça aurait fait plus nazi, mais il pouvait pas, parce qu'il avait besoin d'une main pour faire un salut nazi. Je sais pas, genre, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Vous savez pas trop si vous pouvez rigoler à cette blague. Et je vois par ici des gens qui ne savent pas qui je suis ce soir, qui viennent d'avoir la pire image de leur vie. Une petite blonde au gros sein qui fait éclair et qui leur montre sa culotte. C'est fou. Les médias américains, ils ont même pas dit que c'était un salut nazi. Ils ont pas dit que c'était un salut nazi. Ils ont dit en Europe, il y a des rumeurs et tout. Et les médias français, ouah, CNews. CNews, connu pour son impartialité, sa neutralité la plus totale. CNews, vraiment qui a souvent été condamné pour incitation à la haine et à la violence. Ils ont invité des gens pour commenter le salut nazi d'Elon Musk, l'investiture de Trump. Et pour commenter ça, ils ont invité des gens proches de Zemmour. Ouais, ils ont invité Gilbert Collard, je sais pas si vous voyez qui c'est, Gilbert Collard, ouais. Voilà, c'est un copain de Zemmour, c'est un mec qui a quitté le RN parce qu'il les trouvait trop de gauche. Voilà, je sais pas si... Pour Gilbert Collard, Marine Le Pen, c'est une meuf en sarouel qui fume des roulés. Hein. Vraiment, il y a... Pour Gilbert Collard, là, on est tous ensemble dans une cave, des gollums comme ça, en train de dire « Taxez les riches taxez les riches !» Et donc, ils sont tous là, autour de la table, ils papotent, ils commentent le salut d'Elon Musk. Vraiment, on dirait qu'ils commentent comme des commentateurs de foot. Il y a vraiment un délire. Tu sais, j'avais l'impression de voir des gens qui disaient Elon Musk, qui rentre sur scène, il salue la foule, et l'émotion est palpable dans la foule de 20 000 personnes, comme le sourire de cette dame qui porte une pancarte avec écrit Mass Deportation Now, l'émotion dans la foule de 20 000 personnes, et bien sûr, les milliardaires qui sont ensemble. Oui, on reconnaît Zuckerberg qui est par ici, et oui, et Jeff Bezos, le sourire aux lèvres, qui a réussi à s'entendre avec Elon Musk. Ils ont réussi à s'entendre sur le côté droit du terrain, le côté très à droite du terrain. Ils sont très très à droite là, attention, ils vont aller presque en touche, oui. Ah, ils sortent du terrain, d'accord, ils vont sur le parking, carrément surprenant, ces milliardaires qui se retrouvent ensemble. Et tout de suite, on revient à Elon Musk qui s'avance, l'émotion, on voit qu'Elon Musk prépare une action, le sourire aux lèvres, Elon Musk porte la main à son cœur, Elon Musk, et c'est Elon Musk, et c'est le salut romain, incroyable, le salut romain, oh, mais non, on peut mourir maintenant qu'on a vu ce salut romain, beaucoup de gens vont mourir maintenant qu'on a vu ce salut romain. Stop, un peu de décence, s'il vous plaît, CNews. Gilbert Collard, à un moment, il dit ça, il est en train de défendre le fait que c'est pas un salut nazi, et vraiment, il faut le voir pour le croire, mais il est en train de commenter, et il dit « Oh, mais vous imaginez pas quand même Adolphe faire ce geste ?» Qu'est-ce qui vient de se passer là? Même Pascal Pro, il a fait comme ça. Excusez-moi, qui appelle Hitler Adolphe à part sa maman qui est décédée
ils ont fait une soirée crêpe ensemble la veille ou quoi? C'est comme si t'appelais Staline Joseph. Non mais ça va, oui? Oh là là. Revenons sur cette phrase tranquillement, s'il vous plaît. Vous imaginez? Non. Adolphe? Quoi? Faire ce geste? Oui. Excusez-moi, mais oui, là, il y a vraiment... Mais what the fuck? Oh là là. Bah après, on a enchaîné les dingueries, hein. Donald Trump qui dit on pourrait faire la French Riviera à Gaza. Oh. Et France Info. Ils ont invité un hôtelier. Un mec qui travaille dans les hôtels. Pour commenter si c'était une bonne chose ou non de développer des hôtels après avoir chassé les Gazaouis. Et donc ils sont tous là, c'est une bonne idée. Et à un moment, l'hôtelier il dit oui, alors ça serait sympa, mais il faut les infrastructures. Hein. Il dit pas, il faut arrêter les bombardements, il ne faut pas déporter un peuple ou respecter le droit des humains. Il dit, il faudrait des infrastructures. Et après, il va hyper vite comme ça. Et donc, comme ça, un peu précipitamment, il sort cette phrase, il dit, faudrait construire un petit aéroport. Il s'est trompé de mots. T'as un mec qui est en train de parler d'un crime contre l'humanité et il dit aéroport. Il parle comme un CP, genre. C'est incroyable. À tout moment, il dit et puis après, on pourrait faire un petit pestacle. On met tous les Gazaouis sur un bateau et on fait un feu d'artifice. Au secours. Où est la décence? Si je prends du recul, j'ai l'impression que ces derniers jours, on est vraiment abreuvé de nouvelles infos en permanence. Et du coup, on est noyé dans un bruit permanent, tu vois. Ça nous empêche de nous concentrer sur les informations qui sont vraiment importantes. Tu sais, c'est comme si tu veux prendre des nouvelles d'une pote que t'as pas vue depuis longtemps, mais tu lui donnes rendez-vous en boîte. Et donc vous êtes là en train de danser et tu lui dis quoi? Tu veux faire un enfant toute seule? J'entends pas ce que tu dis. Vous voyez que ma définition d'une boîte de nuit date des années 90. On est en discothèque. Alexandrie. Alexandra. Et femme des années 80. La blague qui dure trop longtemps, tu sais. C'est comme si on donnait rendez-vous à une pote en boîte de nuit pour prendre des nouvelles et le DJ c'est Donald Trump. Il est là et c'est parti. Et la French Riviera, et c'est pas le canal du Panama, c'est le canal de l'Amérique. Le canal quoi? De l'Amérique, tout. Et toi t'es là, YMCA, je comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on nous fait du bruit comme ça dans les oreilles et tout pour nous dire ce dont il faut parler. Et comme ça, on est noyé là-dedans et on réfléchit pas vraiment à ce dont on devrait parler. Donc nous, on est là sans comprendre et vraiment, ce qui est tentant, c'est le déni total, quoi. Vraiment. Moi, cet été, je suis tombée enceinte sous contraception. Vous pouvez voir que là, je n'ai pas enceinte, il n'y a pas de bébé dans les loges. Du coup, je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Pardon. C'est hyper bizarre quand t'es enceinte à 34 ans parce que quand tu le dis à tes amis, vraiment genre tout le monde est là, ah félicitations, et toi t'es là, pas attends. C'est hyper gênant, tu vois. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, vu que j'étais sous contraception, je me disais vraiment que c'était impossible et que ça pouvait pas arriver, tu vois. Et comme aujourd'hui, vu que ça fait longtemps qu'on est en démocratie, j'ai l'impression que le fascisme, on se dit que ça peut pas arriver, vraiment. Quand j'étais enceinte, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est là que tu vois que le déni, c'est vraiment un truc d'homme, en fait. Mais, parce que nous, on peut pas être dans le déni trop longtemps, parce qu'à tout moment, il y a un bébé qui pousse dans notre ventre, en fait. Et à un moment, il sort, le bâtard. C'est ça, le truc. Si on était autant dans le déni que les hommes, on verrait que des meufs qui marchent comme ça au supermarché avec des têtes de bébé entre les jambes, comme ça. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, il t'est pas rien du tout. C'est juste mes règles qui pleurent. C'est mes règles qui tiennent à hocher. Ça commence un peu fort, ouais. Ce que je suis en train de vous dire, là,
que faut vraiment qu'on avorte, voilà. Non mais vraiment, sinon on va se retrouver nous aussi avec un mini fasciste à la maison, tu vois. Il va annexer la salle de bain, il va dire « Toi, fille, moi, garçon », comme par hasard. Il va dire « On fait un pizzacle, un aréoparagaza » et nous interdire de prononcer des mots, vraiment. Et ce qu'il faut faire, je pense, c'est sortir du déni, mais rester calme. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, pendant 10 minutes, j'ai crié comme ça, j'ai tourné en rond et j'étais là « Oh mon Dieu, un cintre, il me faut un cintre !» Et après, j'ai pris un cintre et j'étais... Personne ne sait vraiment comment avorter avec un cintre. Hein. Non, mais on sait que nos grands-mères le faisaient, mais genre quand t'es là, à part me pendre avec, vraiment, je vois pas... Et donc, je me suis posée calmement et j'ai pris rendez-vous pour tuer mon bébé. Alors... Et je vous propose de faire ça ce soir, tous ensemble. Pas tuer des... Non. Et qu'on se calme, qu'on sorte du déni, tranquillement, tous ensemble, et qu'on prenne rendez-vous, voilà. Je suis pas Doctolib, hein, c'est une métaphore, vraiment, Mais je me suis dit que, voilà, ça serait chouette de faire venir plein de gens pour nous aider à nous organiser ensemble, sans paniquer et sans cintre. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour sortir de la stupéfaction et ne jamais oublier de parler d'écologie, nous avons l'honneur de recevoir sur scène celle qui nous en apprend tous les jours un peu plus sur les enjeux politiques pour créer un monde meilleur. Celle qui documente nuit et jour les risques écologiques pour la santé humaine. Pour inaugurer ce moment de lutte, la journaliste Paloma Moritz, s'il vous plaît, du bruit pour elle! Du bruit! Bonsoir. Hey, quelle présentation, merci. Ouais, j'ai décidé de mettre un peu l'ambiance avant de lancer le truc. Ça va, Paloma? Ce truc-là, tu vas moins rigoler. Ouais, c'est clair. Ouais, j'en ai marre, toujours celle qui casse l'ambiance. Mais bon, je vais essayer de faire des blagues, mais franchement, ça va pas être facile. C'est pas grave, pense. on va alterner ce soir avec des gens qui font plein de blagues, et des gens qui font moins de blagues, et des gens qui font des blagues. J'ai parlé, Paloma, en intro du phénomène de sidération face aux dingueries que nous sort Donald Trump et les médias qui nous inondent de bêtises. C'est quoi la conséquence de cette sidération sur les avancées écologiques qui étaient en train de se mettre en place? Alors, il y en a plein. Je pense que déjà, le phénomène de sidération, c'est aussi le fait qu'il y a des attaques tellement cumulées, en fait, sur les droits humains, l'état de droit, la démocratie, les droits des personnes immigrées, des personnes trans, que, en fait, au milieu de tout ça, on a l'impression que c'est comme s'il y avait plein de feux qui étaient allumés en même temps et on n'arrive pas à savoir quel est le plus gros, celui qu'il faut éteindre le plus vite. Et d'une certaine manière, on ne voit pas l'immense feu derrière, qui est le fait que notre planète menace de devenir inhabitable. Et c'est assez hallucinant, d'ailleurs, de voir que, par exemple, le fait que Donald Trump ait décidé de retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris n'est pas fait tant de bruit que ça, en fait. On n'en a pas tant entendu parler, notamment toute la politique énergétique, d'ailleurs, de façon générale. Et je pense que ça, c'est assez dangereux parce que, en fait, finalement, ça montre qu'on peut toujours aller plus loin, en quelque sorte, et ça peut aussi en inspirer d'autres. Je m'explique, c'est-à-dire que, par exemple, là, Donald Trump a décidé de retirer toute référence, en fait, au changement climatique des sites fédéraux, donc des sites publics, en fait, du gouvernement. Donc, il y a plein de travaux scientifiques qui ont disparu du jour au lendemain. Et ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est l'abrogation woke. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais en gros, maintenant, tous les scientifiques qui font des recherches, pour avoir des financements publics, doivent bannir tout un lexique du vocabulaire de leur recherche. Sauf que c'est 120 mots-clés. En fait, en gros, ça revient à censurer toute la science parce que parmi ces mots, il y a traumatisme, femme, climat, changement climatique, émissions de gaz à effet de serre, systémique, traumatisme, femme, ouais. Inégalité. Non mais... c'est délirant, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont que des mots qui sont utilisés dans la recherche, notamment quand on parle de justice sociale et environnementale, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas en fait, parler de changement climatique sans parler d'inégalité sociale, sans parler aussi de féminisme, etc. Et en fait, ça revient à censurer toute cette recherche-là. Et il y a aussi un aspect de se dire, en fait, on sait qu'aujourd'hui, la science, elle est de moins en moins écoutée.
Et elle n'a jamais été écoutée parce que sinon, on serait pas dans la société dans laquelle on serait aujourd'hui. Enfin, on est aujourd'hui. En fait, on continuerait pas à avoir des émissions de CO2 records si on écoutait vraiment les scientifiques. Et on voit que c'est le cas en France, mais c'est le cas en fait de plus en plus partout en Europe. Et finalement, d'aller aussi loin dans une ambiance en plus qu'on vit là depuis à peu près 2 ans de backlash, donc vraiment de retour de bâton sur l'écologie, où on voit que toutes les politiques écologiques sont en train d'être en fait remises à plus tard, qu'il y a des coupes budgétaires hallucinantes en fait de la part du gouvernement français, des attaques sur le pacte vert européen, de la part de la droite européenne, etc. En fait, ce qui est un peu flippant, c'est de se dire que évidemment que là, les États-Unis, c'est notre dystopie, c'est poussé à son paroxysme, mais en fait, en réalité, on a tous les éléments aujourd'hui aussi en Europe pour que ça puisse arriver dans un certain temps. Et simplement pour terminer ce petit point sur une note positive, c'est qu'il y a quand même une rébellion, une résistance. Là, il y a tout un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Stand Up for Science. Donc, il va y avoir des grosses marches aux États-Unis au début du mois de mars. Il va potentiellement avoir des événements qui vont exister en France. Donc, vraiment, allez-y, quoi. Parce que sans recherche scientifique, en fait, on n'a plus la société qu'on a et on n'a plus de direction aussi vers laquelle on doit aller. Enfin, on n'a plus de boussole, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est très important de continuer à relayer ces travaux scientifiques et d'aller à tous les événements qui permettent de les soutenir. Quoi. Donc finalement, c'est normal si là, certains d'entre nous, ce soir, depuis 2-3 semaines, on pense plus du tout à l'écologie, on trouve ça un peu vain, etc. Parce qu'en fait, il y a des choses qui nous paraissent plus urgentes qu'ils sont, et on en parlait avant, hyper importantes, par exemple l'institutionnalisation des discriminations, etc. Mais c'est un peu normal, en fait, qu'on n'y pense plus parce qu'on est terrorisé face à tout ce qui se passe, quoi. En fait, je pense qu'il faut s'occuper des deux en même temps. Et après, moi, je peux comprendre. Et voilà, j'ai autour de moi, comme j'imagine vous toutes et tous, des personnes qui sont moins engagées sur ces questions et qui, au moment de l'élection de Trump, m'ont regardé genre, c'est un peu mort pour la planète. Hein. Genre, limite, c'est un peu mort pour toi. J'ai envie de dire, tu es aussi concerné. Hein, tu vois, y a pas de... genre, c'est chaud pour toi, là, quand même, parce que tu limites, ton métier, plus trop de sens, quoi. Enfin, genre, c'est terminé. Wow, et en fait, c'est réel. C'est-à-dire qu'on a le deuxième plus gros pollueur au monde qui décide d'arrêter, en fait, toute avancée écologique et de détricoter tout ce qu'avait fait Joe Biden, qui était franchement très imparfait, mais qui était quand même vraiment le plan le plus ambitieux en fait pour l'écologie qui avait jamais existé aux États-Unis. C'est aussi le premier pollueur historique au monde, donc on peut se dire, en fait, si eux ne font rien, ça sert plus à rien d'agir. Donc il y a un phénomène de sidération. Mais en fait, il y a un phénomène de sidération face au salut nazi dont tu parlais, face à tout ce qui est en train de se passer. Et on sait bien aujourd'hui qu'en fait, chaque fraction de degré compte et que chaque fraction de degré supplémentaire, c'est des souffrances supplémentaires. Et là, en 2024, on a passé pour la première fois le cap des 1,5 degrés. Rien que pour vous donner un exemple concret pour donner à votre entourage, en fait, chaque fraction de degré supplémentaire, donc chaque 0,1 degré supplémentaire à partir de là où on en est aujourd'hui, c'est 140 millions de personnes qui sont exposées à des chaleurs qui sont potentiellement mortelles ou dangereuses. Voilà, je pense que c'est un argument parmi 100 000, mais je pense que c'est un argument qui est quand même assez important. Mais il y a la clim dans le théâtre. J'avais dit que je serais pas drôle. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, pour celles et ceux qui connaissent pas, ce que c'est que le carbofascisme et pourquoi les États fascistes ont tout intérêt à ce qu'on ne croit pas au réchauffement climatique et à la crise de la biodiversité ? Alors oui, c'est le petit point lexique. Donc le carbofascisme, c'est un terme qui a été théorisé en 2018 par un historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressoz. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer que le carbofascisme, c'est le lien entre les intérêts de l'industrie fossile et les intérêts de l'extrême droite. Et donc évidemment, il y a des choses en commun, une sorte de masculinisme, l'extractivisme et la négation, évidemment, du changement climatique. Quand on parle de carbofascisme, en fait, on peut aussi bien parler de Donald Trump que de Javier Milei en Argentine, que de Jair Bolsonaro. Et en fait, c'est vraiment de montrer que l'intérêt prime avant tout. C'est cette idée que finalement, on n'en a pas grand-chose à faire de préserver la vie de millions de personnes, mais qu'on va finalement défendre les intérêts de l'industrie fossile. Je rappelle que par exemple J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, avait reçu en 2021 près de 500 000 € de dons de l'industrie fossile. Enfin, tout ça en fait est dans la continuité de ce qui se passe depuis les années 70 où en fait les industries fossiles se sont dit il commence à y avoir des liens entre l'activité humaine et le réchauffement climatique et donc en fait nos activités parce que c'est quand même le principal problème, c'est de brûler des énergies fossiles et donc on va commencer à fabriquer du doute, à nier l'existence du changement climatique et puis ensuite à dire qu'il n'était pas lié à l'activité humaine. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que ce carbofascisme, il existe aussi en Europe.
Et ils se développent de plus en plus, c'est-à-dire que même le Rassemblement national qui dit qu'ils sont contre les énergies renouvelables, en fait, c'est une façon, évidemment, de faire une forme de carbofascisme. Et en fait, par rapport à tout ça, il y a aussi le climato-scepticisme qui crée le lit du carbofascisme. Et aujourd'hui, en fait, il y a en moyenne 30% de climato-sceptiques en France. Et l'essentiel des climato-sceptiques, c'est pas des gens qui disent le réchauffement climatique n'existe pas. C'est des gens qui disent ce n'est pas lié aux activités humaines. Et on en parlait, tu vois, en préparant. C'est ça qui est assez sidérant, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'effets concrets en fait du changement climatique et de l'extinction de la biodiversité. Et il y a une sidération qui est aussi liée à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent se dire que la nature est devenue folle plutôt qu'ils ont en fait un rôle à jouer et que c'est notre système économique, notre système politique, le capitalisme en premier lieu, qui est responsable en fait de tout ça, quoi. Et le carbofascisme est dans cet imaginaire du déni, de créer une réalité parallèle. Donald Trump, il a dit pendant son investiture « drill, baby, drill », ce qui veut dire qu'en gros, les Américains vont continuer à puiser du pétrole et à bouffer des burgers jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Emmanuel Macron, il a répondu « plug, baby, plug ». Outre le fait que ça fasse grave pitié, ça t'évoque quoi? Un peu fière de cette blague. Bah, clairement, j'ai eu du mal à y croire quand j'ai vu cette déclaration, quoi. Et c'était au sommet, en fait, à l'ouverture du sommet de l'intelligence artificielle à Paris. Donc j'imagine que vous en avez énormément entendu parler. Et à ce même moment, il a quand même aussi dit « Quand le monde s'accélère, on ne peut pas décider de ralentir et il faut y aller à fond. » Voilà. Super comme ambiance au moment où on essaie de parler de, par exemple, de ralentir ou périr, que ce que dit Timothée Paric. Qu'on embrasse très très fort. qui a dû adorer cette déclaration. En fait, c'est assez ridicule parce que je pense qu'il y a déjà quelque chose de très masculiniste. Il y a peu un truc de qui a la plus grosse. C'est-à-dire que, en fait, Trump est en train de dire « drill, baby, drill » parce que les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde. Et Macron lui répond « plug, baby, plug ». Moi, j'ai le nucléaire, bébé, tu vois. Et en gros, et c'est vraiment ça. Il y a un espèce de concours, désolé de le dire, mais de bits, quoi, sur cet enjeu qui est juste complètement ridicule. Et ensuite... J'aime bien quand les journalistes perdent le contrôle. Il y a un concours de bits. Mais il faut quand même agir et partager de l'information vérifiée. Mais c'est des grosses bêtes! C'est important de garder la tête froide. On est au bout de notre vie. Franchement, c'est dur. On peut les encourager, s'il vous plaît, là. C'est encourageux, là. La dinguerie. Et en fait, quand il dit plug, baby, plug, quand même, pour analyser un peu cette phrase, l'idée, c'est de dire, en fait, on est dans un mythe de l'abondance où on va avoir toujours plus d'énergie grâce au nucléaire. Sauf que la plupart des spécialistes disent qu'on ne peut pas miser que sur le nucléaire. On a aussi besoin d'énergie renouvelable, on a aussi besoin de sobriété, donc réduire l'utilisation de matériaux, certains usages, etc. Et notamment des gens très pro-nucléaires, genre Jean-Marc Jancovici. Il dit ça. Oui, il même, dit même la Jean sobriété Covici, même accompagnée avec... Bien sûr, même Jean Covici le dit, en fait, ça n'a aucun sens. Et là, donc, on est vraiment, pour moi, dans l'affrontement d'aujourd'hui, qui est l'un des plus importants et qu'il faut vraiment arriver à comprendre, c'est le carbofascisme versus le technosolutionnisme. Et en fait, Emmanuel Macron, c'est vraiment celui qui incarne le technosolutionnisme. Mais tout ça, en fait, c'est deux fictions, c'est deux imaginaires de déni qui oublient complètement les limites planétaires, qui oublient complètement... Enfin, voilà, on en a déjà dépassé 6 sur 9, hein, et normalement, on n'est pas censé en dépasser 9 si on veut garder des conditions de vie à peu près vivables sur Terre. Et donc ça contribue à cet imaginaire de déni et ça nous empêche de penser autrement en fait l'avenir qu'à travers ces deux visions de la technologie va nous sauver ou allons chercher toujours plus d'énergie fossile dans le sol. Et c'est fou en fait de se dire que ce soit ces visions qui dominent aujourd'hui alors que les deux sont complètement irréalistes et infaisables et nous emmènent dans le mur chacune à leur manière. Hein. Il y en a une où on y va en voiture électrique et puis avec l'autre on y va avec un gros 4x4 américain. Avec quoi? Je croyais qu'elle allait dire avec sa bite. J'étais là, quoi? Ah, je l'ai dit une fois, c'est bon, je Restons calmes, justement, et gardons la tête froide. Le 20 février, après-demain, il y a un énorme truc qui se joue là. Les députés ont l'occasion historique de protéger les Français et les Françaises. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui. Merci. En fait, il y a 2 propositions de loi qui vont être votées. Après-demain. Après-demain. La première, c'est sur les PFAS. Je suis en full impro, pardon. La première, c'est sur les PFAS. Qui a déjà entendu parler des PFAS ici? Levez la main.
C'est un peu bizarre d'applaudir au PFAS, mais ok. Donc, quand même, pour refaire un petit point, donc c'est une famille de 10 000 produits chimiques qu'on appelle des polluants éternels. En fait, ils ont été développés par l'industrie dans les années 50 pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméables ou qui résistent aux fortes chaleurs. Donc, typiquement, les PFAS peuvent être dans les imperméables, dans certains textiles, dans le cosmétique waterproof. Rouge à lèvres. Peut-être dans ton rouge à lèvres, d'ailleurs, actuellement. C'est sûr. Dans les ustensiles de cuisine, etc. Et en fait, il y a une proposition de loi qui a été votée déjà l'année dernière et qui proposait d'interdire en fait la production et l'utilisation de produits contenant des PFAS. Les ustensiles de cuisine ont été enlevés de cette proposition de loi grâce à un lobbying très intense de la marque Seb et donc des poêles Tefal. Mais c'est quand même une proposition de loi qui reste importante et c'est très très important que les députés la votent en fait cette semaine. Surtout que, je rappelle juste une petite chose, on parle du fait qu'on est tous contaminés en fait par ces polluants éternels. C'est lié à un certain nombre de cancers, à des maladies comme l'endométriose, comme le syndrome des ovaires polykystiques, ça nous concerne au tous. diabète, etc. Donc voilà, il y a des corrélations qui sont établies et c'est partout dans notre environnement. Et bien au moment du vote, le 4 avril 2024, il y a 363 députés sur 577 qui ne sont pas venus. Voilà. Et dans les députés RN, sur les 88 députés RN, les 22 qui sont venus se sont abstenus. Votés. Ce soir, on est 800 à peu près. On sera des dizaines de milliers à voir cette vidéo. Attends, et pardon, juste pardon, ouais, pardon, ouais. la deuxième, ah oui, le deuxième. la deuxième. T'as accéléré, excuse-moi, je t'en prie, vas-y. T'as accéléré, en plus ça va être chanté plus tard ce soir. Donc, et la deuxième proposition de loi est basée sur... Tu viens de spoiler la fin du spectacle, genre. C'est pas grave, il y a des gens qui connaissent pas. Vas-y, continue. Non mais nous, on va le chanter. Oui. Et la deuxième proposition de loi, elle est basée sur une proposition de l'économiste Gabriel Zucman. Et l'idée, en fait, c'est de taxer les ultra-riches, parce que vous le savez peut-être pas, mais la France est un paradis fiscal pour milliardaires. Et donc, la proposition de loi prévoit, en fait, un impôt de 2% sur le patrimoine, sur les patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros. Donc, ça représente à peu près 1800 patrimoines en France. Et ça pourrait rapporter 20 milliards $, 20 milliards d'euros de recettes fiscales. Trop américaine, Paloma. De dollars. 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an. Donc, ça permettrait, par exemple, d'avoir un budget plus conséquent sur la transition écologique ou de pouvoir avoir le budget qui est demandé par les associations féministes pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire 2,6 milliards d'euros. Ouais. Ce soir, très brièvement, s'il te plaît, on est 800, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire le 20 février, après-demain ? Eh bien, en fait, avant, on peut signer une pétition qui s'appelle 20février.fr et on peut aller sur checktonpolitique.org, il me semble, pour interpeller son député. Check ton politique ? Check ton politique, genre comme check ton bouti, okay, mais d'accord. check ton politique. Moi, Finalement, j'ai réussi à faire une blague, voilà. Et en fait, ça, c'est un site qui vous permet de toute façon, de façon générale, d'interpeller vos députés. Et même après le 20 février, vous pouvez continuer à interpeller vos députés sur des sujets qui sont importants pour vous. Et en fait, continuer à vous organiser entre vous, à vous voir ensemble, en fait, pour pas être seul, et faire des dîners, des soirées où vous allez travailler sur une thématique en particulier en se disant, en fait, comment on peut faire avancer ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut remettre ça à l'agenda public, parce que je pense que c'est un des sujets aujourd'hui, en fait, et de se dire, voilà, toi, t'es graphiste, tu vas faire des affiches, toi, tu sais faire du plaidoyer, tu vas faire ça. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment d'essayer de sortir de cette impuissance-là. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'ils sont en train de gagner, le fascisme est en train de gagner, parce qu'il y a un vide idéologique sur l'avenir. On a beaucoup de mal, en fait, à se projeter dans l'avenir. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est en fait de vous poser 2 secondes, de vous demander à quoi vous voulez que l'avenir ressemble, quelle est votre société idéale, et de tout faire à partir de là pour que cette société voie le jour et soyez le plus nombreux possible. Merci Paloma Moritz, merci beaucoup. Du bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et maintenant, les amis, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai demandé à 2 influenceurs écolos de venir jouer les saltimbanques avec moi. Ils ne montent pas souvent sur scène et pourtant ils nous font rire tous les jours, tout en nous donnant des idées pour ne pas nous suicider de désespoir. Mesdames et messieurs, Camille de Girl Go Green, s'il vous plaît. Johan du Chalagazé, s'il vous plaît. Du bruit pour eux. Allez. On va faire un petit jeu.
chaud. On est chaud. Ok. Question pour une victoire. Bonjour à tous et tous. Merde. On s'en bat les couilles des femmes. Bonjour à tous et tous. Et bienvenue dans Question pour une victoire, le jeu qui revient sur les dernières victoires de l'écologie. Avec nous pour participer, Johan, a.k.a. le jeune engagé. Et Camille, a.k.a. Girl Go Green. C'est le face-à-face. Le public peut essayer de répondre aussi. Top! Je suis un sosie du Père Noël, mais mon activité s'apparente plutôt à celle du capitaine Haddock dans Tintin. J'ai passé récemment 149 jours à regarder des vidéos de cyclistes en lycra enfermés dans une prison. Moi, j'étais enfermée dans une prison, pas les cyclistes en lycra. En attendant ma correspondance pour le Japon, mes meilleurs amis font la taille d'un immeuble et se nourrissent essentiellement de plancton. Je finis parce que j'ai payé un co-auteur, ok? Si j'étais une expression, je serais comme un poisson dans l'eau. Si j'étais une couleur, je serais bleu foncé comme les baleines. Si j'étais un animal, je serais une baleine. Si je devais critiquer la consommation de soins de vérité, je dirais son rouge à lèvres car elle contient de la graisse de baleine. Je suis très copain avec Hugo Clément car il protège les baleines. Et il est quand même super sexy. Allez, je suis... Paul Watson. Oui, Paul Watson. Bravo quand même. Paul Watson a été libéré le 17 décembre. Ouais. Pour rappel... Bravo, c'est ouf. Pour rappel, il avait été emprisonné, ça c'est vraiment une dinguerie. Attends. Pour rappel, il a été accusé d'avoir, il y a 15 ans, causé des brûlures à un membre d'équipage japonais en balançant des boules puantes sur des poissons pêchés pour les rendre immangeables. Non mais vraiment, hyper sensible ce membre de l'équipage, quoi. Donc il y a une énorme mobilisation médiatique, donc on peut tous s'applaudir parce qu'on a tout déchiré, quoi. Allez, prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Top, je suis bien plus grand qu'une piscine, mais aussi beaucoup plus petit qu'un lac. Je m'accapare de l'eau, des nappes phréatiques comme CNews s'accapare de la connerie au quotidien. Je suis grand de plusieurs hectares, aussi grand qu'on pourrait me comparer à l'ego d'Emmanuel Macron. Comme un chasseur bourrin dimanche, je suis un danger pour les oiseaux et pour les cyclistes. Je suis à la fois une des solutions et une des causes de la sécheresse. Je l'ai entendu? Une méga bassine. Bien sûr, et c'est une victoire. Le 18 décembre 2024, la justice suspend l'activité de 4 mégabassines, dont celle de Sainte-Soline. Et pour le rappeler, Sainte-Soline est célèbre pour les affrontements qui ont lieu entre les forces de l'ordre et les manifestants en mars 2023. Elles ont été suspendues pour protéger un petit oiseau en voie de disparition. Merci à lui. Les méga-bassines ne sont pas interdites pour toujours, mais le pompage est suspendu. Donc, bravo. Ok, top. Je suis à la recherche de métal. Je me balade et je creuse dans le sol à 6000 mètres de profondeur sous l'eau, là où se situe mon estime pour Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur. C'est aussi là que j'ai mis les conseils de Didier d'ailleurs, 54 ans, qui a passé 35 minutes à m'expliquer comment démarrer mon van alors que je l'ai refait aménager toute seule. Voilà, merci Didier. Et mon travail consiste à racler les fonds marins, un peu comme n'importe quel célibataire qui est sur Tinder depuis trop longtemps. Je suis super chiant à dire en français, beaucoup plus stylé en anglais. Je suis comparable à l'idée de faire des châteaux de sable sur la plage avec de véritables pelleteuses grandeur nature. Je suis... Deep Mining. Le Deep Sea Mining, bravo. Le Deep Sea Mining, c'est l'exploitation minière des fonds marins. En gros, aller chercher du cobalt au fond de l'océan et tout détruire en même temps. Mais le 1er décembre 2024, la Norvège a voté contre l'exploitation minière des fonds marins. Oui. Et ça, c'est une très grande victoire que l'on doit très largement à Claire Nouvian et à Camille Etienne. Merci à elles. Come on. Allez, dernière question. Top. J'ai le même prénom que le personnage principal du dessin animé Martin Matin. Je suis de nombreuses fois champion olympique d'un sport qui mélange le ski et la chasse. Donc mon point faible, c'est que si je dois fuir un sanglier qui me fonce dessus, je ne peux que le faire que s'il y a de la neige et une piste damée. Prévu à cet effet, c'est pas très pratique, mais je suis super bon en fusil quand même. Combat bébite. Bon, bref. On me surnomme le Tony Estanguet des montagnes, mais comme personne ici ne sait qui est Tony Estanguet, cet indice n'a très peu de valeur. J'ai reçu en 2018 la Légion d'honneur, mais je ne suis pas Patrick Pouyanné, je ne suis pas Gérard Depardieu non plus.
J'ai refusé d'être président des JO d'hiver 2030 en France pour des raisons écologiques. Mon nom de famille commence par Four et qui finit par Cad. Je suis... Manuel Valls. Ah oui! Le héros des temps modernes! Martin Fourcade, sextuple champion olympique de biathlon, a refusé le poste de président des JO 2030 en France pour des raisons écologiques. Bravo à lui! C'est la fin du jeu! On peut applaudir notre Claude préféré, s'il vous plaît! Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour un autre brillant humoriste de la soirée. Je l'ai rencontré au Montreux Comedy Festival. C'est l'un des humoristes qui me fait le plus rire en ce moment. Un maximum de bruit pour l'incroyable Ilyes Mela, s'il vous plaît. Ça va les amis? Tout le monde va bien? Cool. Je suis très content d'être là. C'est très blanc, par contre. Très blanc. J'ai vu le projet de Swan sur les réseaux sociaux. Je dis ça a l'air trop bien. J'aimerais bien passer faire un petit coucou et tout. Elle m'a envoyé un vocal. Elle m'a dit trop bien. Je suis trop contente que tu sois là. En plus, il y a personne qui va parler de racisme. Moi, il faut savoir que les 2 vocaux que j'ai reçus de Swan, je les ai écoutés en même temps. 30 secondes après, un autre vocal. Oh non, c'est hyper raciste ce que je t'ai dit. Tu m'as même pas dit de quoi t'allais parler. En panique, mais c'est raciste ce que j'ai fait ou pas? Vu que je comptais te parler racisme, je sais pas si c'est vraiment raciste ce que t'avais. Là, si vous êtes à l'image de Swan, j'imagine que le thème aujourd'hui, c'est l'écologie. Quel beau thème. Je pense qu'il n'y a pas d'arabe ce soir, j'imagine. Si? Sérieux? J'ai fait comme les chauffeurs de bus, t'as capté quand ils se croisent? T'as pas l'impression qu'on est les potatoes dans les barquettes de frites, là? Tu sais, je me dis quoi, moi? J'ai énormément de respect pour les gens qui prennent part à des combats qui les concernent pas. Tu vois? Parce que moi, toute ma vie, je parle de racisme. Quand je monte sur scène, je parle de racisme parce que je le subis, je le vis, c'est mon combat personnel. Mais il y a des gens qui prennent des combats qui les concernent pas directement. Et c'est ça, pour moi, les bonnes personnes. Du coup, tu dois être fou de te dire ouais, mais comment tu peux ne pas prendre parti pour l'écologie alors que c'est le combat qui concerne tous? Et du coup, je pense que c'est là qu'il faut qu'il y ait une alliance entre vous et nous. Ouais. Parce que votre sujet est d'une importance incroyable, mais il vous manque un truc. Votre sujet est crédible, mais vous manquez de street credibility. Je te jure. Et c'est là que nous, Arabes, on intervient. Je pense que vous et nous, ensemble, mais ça peut faire quelque chose d'incroyable. Vous voyez, quand vous prenez la parole et que vous dites l'écologie, c'est important, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, ouf ». Mais si nous, on est là derrière, Et il faut savoir que nous, on a le problème inverse. On a besoin d'adoucir un petit peu notre image. C'est là que vous intervenez dans notre combat. Quand nous, on va prendre la parole pour défendre les minorités, toutes ces issues d'immigration, comme les Arabes, les musulmans en France, tout ce que tu veux, soyez avec nous. Tu sais? Genre que nous, on va arriver, on en a marre du racisme. Swan, viens, s'il te plaît. Swan, ça va devenir mon ami arabe. Tu connais les gens qui sont un peu racistes et qui disent « Non, mais j'ai un ami noir ou un ami arabe. » Swan va devenir mon ami arabe, ça va être incroyable comme direction artistique. Non, je suis vraiment content d'être là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je parle du racisme et tout. C'est vrai, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais il y a quelque chose qui m'embête. C'est qu'en grandissant, si on parle de déconstruction, j'ai assumé qui j'étais. Et j'ai assumé que malgré que le racisme soit mon combat, je me suis rendu compte que les blagues racistes, ça me fait rire un peu. Je suis dégoûté, genre. Et tu réalises le truc? C'est-à-dire toute ma vie, je combats ça. Et des fois, j'entends des blagues racistes. Je dis, c'est drôle quand même. Ça fait chier, mais c'est drôle. Hein. En fait, j'ai compris un truc, c'est plus technique que ça. J'aime bien les blagues racistes, mais j'aime pas les racistes. Il y a une nuance. C'est-à-dire, si je connais ton cœur et que tu connais le mien, on peut se faire des blagues comme on aime, tu vois. Moi, j'ai grandi dans une cité, donc il y a toutes les origines possibles et imaginables dans les quartiers, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un pote d'enfance qui s'appelle Patrick, c'est un Congolais, tu vois. T'as de la chance, t'es Renoir, parce que sinon, t'aurais pas eu le droit de rigoler à ce moment-là, tu sais. J'ai vu un rire qui se dit, pourquoi il rigole? Un Renoir. Tu t'appelles comment, frérot? Je m'appelle Brian. Brian? Pourquoi, Brian? T'es de quelle origine? Congolaise.
Faudra nous expliquer un jour, les Congolais, pourquoi vous mettez des prénoms comme ça. Je te jure, on n'a pas compris. Brian? Ouais, américain, hein. Ok, donc t'as capté quand je dis Patrick, Congolais. Oui, c'est votre direction artistique. Tu sais, Patrick et moi, on se fait des blagues comme on aime, tu vois. Juste lui, il fait des blagues qui vont trop loin. Parce qu'en fait, il est parti faire ses blagues à mes parents. Je dis, qu'est-ce que tu fais, frère? Tu vois, moi, les blagues racistes, ça me fait rire, mais mon père, c'est pas du tout sa cam. Hein. Tu sais, on est tellement proches que Patrick, il peut passer chez mes parents quand je suis pas là. Il y a quelques jours, il passe voir ma mère. Il lui dit, ouais, tata, j'étais dans le coin, je passais te dire bonjour. Et ma mère, elle aime trop Patrick. Plus que moi, j'ai accepté. On a tous ce genre de potes que nos parents aiment trop, alors que nous, on sait que c'est le pire d'entre nous. On le sait. Ils ont réussi à duper tout le monde. Ma mère, elle aime trop Patrick. Patrick, il lui dit, j'ai bossé toute la journée, j'ai rien mangé. Tu peux me cuisiner un petit truc là, comme ça, vite fait? Déjà, t'as faim, va chez ta mère, va pas chez ma mère, déjà. Mais ma mère, elle l'aime. Elle lui cuisine un plat avec amour. Et pendant qu'il mange le plat que ma mère lui a fait avec amour, il lui explique premier degré, hein, en gardant son sérieux, sans rire, il lui explique pourquoi il aime pas les Arabes. C'est fort. Et il argumente, il développe. Hein. Ma mère, elle m'appelle, il me dit, il exagère un peu, Patrick, là. Il vient à la maison pendant 1 heure, je lui fais à manger devant papa, il dit qu'il aime pas les Arabes. Franchement, j'avais trop le seum. Après, elle m'a raconté tout ce qu'il a dit. Ah, j'étais en fou rire. Hein. Ma mère, elle m'a dit, ça te fait rire, ça? Je dis, ouais, ça, c'est grave ma cam, je t'avoue. Moi, j'aurais trop aimé faire ça chez lui. Hein. Mais il n'y a rien à manger chez lui, c'est une galère. En vrai de vrai. Tu sais, quand est-ce que j'ai vu que les blagues racistes, ça me faisait rire, je tombais dedans par hasard. Patrick, il a organisé une baby shower il y a quelques mois. Une gender reveal, plus exactement. Vous voyez ce que c'est? Les fêtes que tu organises pour dévoiler le sexe du bébé à naître. Souvent, c'est des ballons qu'on explose. En bleu, c'est un garçon, en rose, c'est une fille. On a tout le monde? Ouais. Bon, de toute façon, on peut rien faire de plus. Hein. Vous avez déjà été invité à ça ou pas du tout? Non. Faut que quelqu'un leur dise, hein, au bout d'un moment, qu'on n'en a rien à cirer du sexe de l'enfant. Hein. On doit faire semblant, en plus, à chaque fois qu'on est choqué. Tu sais, le ballon, il peut être en bleu, on est là, mais non, dinguerie. Waouh. Patrick, il avait mis un thème à la soirée. Il a dit, les gars, écoutez votre cœur et vous saurez avec certitude si c'est un garçon ou une fille. Si c'est un garçon, venez habillé en bleu. Si c'est une fille, venez habillé en rose. Moi, je suis venu habillé en bleu. J'avais pas de rose. J'ai ouvert le placard, j'ai vu du bleu, j'ai dit, ça y est, c'est un garçon, il va pas nous casser la tête. Hein. J'arrive à la soirée, je suis habillé en bleu, tout va bien, mais on peut pas commencer la fête parce qu'on a décidé d'attendre Hamza qu'à 30 minutes de retard. Grosse erreur. On est tous là à l'attendre. Au bout de 30 minutes, il débarque tout sourire, habillé en noir. Je lui ai dit, frère, t'as rien compris à la soirée. Hein. Il me dit, si, j'ai compris, il faut venir avec ses certitudes. Dans ma tête, j'ai compris, je me suis dit, j'espère, j'ai pas compris. Je dis, comment ça, tes certitudes? Il me dit, moi, je suis pas sûr que ça soit un garçon ou une fille. Hein. Il me dit, par contre, il y a un truc, on est sûr. En montrant Patrick et sa femme congolaise aussi du doigt. Mais pleine face, devant tout le monde, il a assumé la blague. Hein. Pas comme deux hypocrites à un mariage qui critiquent la viande. Non, non, non. Vraiment pleine face, il me dit, hey, t'es mal à ganache, c'est sûr, l'enfant, il va être noir. Je vais être honnête avec vous, hein, ça sert à rien que je fasse le mec mature. J'étais en fou rire pendant 20 minutes. Sincèrement, je suis désolé, mais j'ai trouvé ça hilarant. C'est tellement drôle. Il y a quelque chose de très malsain dans les fous rires. Quand t'es dans ton fou rire, t'as tendance à croire que tout le monde est dans ton fou rire. C'est-à-dire, nous, et tous les deux dans notre fou rire. Ah, t'es un génie. Ah, je suis choqué, comment t'es un génie. Ah. On sort de notre fou rire petit à petit. Ah. Personne rigolait. Que des Renois fâchés. Et il y avait beaucoup de Renois fâchés. Moi, dans ma tête, le calcul, il était trop rapide. Je me suis tourné vers Hamza. Je dis, respecte les gens, sale gamin, avec tes blagues de merde. Là. T'as aucun respect, toi, en fait, là. Patrick, il a pas aimé la blague. Premier degré, il a détesté. Il a dit, les gars, ça vous fait rire, ça? Moi, je dis, non, pas de ouf. Je me suis forcé à rigoler avec lui parce qu'il rigolait tout seul, mais ça m'a pas fait rire. Hein. Il dit, entre nous, on se fait des blagues comme ça, c'est hyper raciste. Je dis, ça y est, toi, tout de suite, les grands mots, c'est pas raciste. Hein. C'est hyper drôle. Il me dit, mais tu sais que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je dis, ouais, c'est vrai ça. Mais entre nous, on devrait créer une règle, quand c'est trop drôle, c'est plus raciste. Parce qu'on passe à côté de trop de choses, en vrai. Hein. Tu sais, on commence à débattre, on n'est pas d'accord. Il me dit, tu te rends pas compte comme c'est raciste. C'est comme si moi, je viens à ta baby shower, je m'habille en couscous. Je dis, waouh. Waouh! Ça, c'est hyper raciste. Si, c'est raciste, c'est une grande différence. Mon enfant, il peut pas naître couscous, ça n'a rien à voir. Si vous avez douté, vous n'avez pas vu où est le problème, posez-vous des questions.
sais, on débat pendant longtemps. Au final, il clôt le débat, c'est simplement, j'étais dégoûté. Je déteste perdre des débats avec des potes à moi parce qu'ils m'en parlent pendant trop longtemps. Il a dit, les gars, c'est pas à vous de me dire si c'est raciste ou pas. C'est pas la personne qui donne le coup qui doit dire si ça fait mal. J'ai dit, oh le bâtard. Parce qu'il a raison, si on devait défendre qu'une seule règle, ça serait celle-ci. J'ai quand même essayé de défendre Hamza pour détendre l'atmosphère parce que c'était lourd. Je dis, c'est bon, t'en fais des caisses pour rien. Il est même pas allé au bout de sa blague. Il a mis des baskets blanches. Hamza, il a dit, non, ça aussi c'est dans le calcul, si jamais c'est un albinos. J'ai dit, waouh. Deuxième fou rire, on n'a plus jamais été invités, mais on est partis comme des princes. Hein. Les amis, merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Comment du bruit pour Elias, s'il vous plaît. Comment. Ah. Il y a quelque chose qui se joue dans les librairies en ce moment. C'est la concurrence entre le livre de Jordan Bardella et de celle qu'on va recevoir dans une minute. Et ça me rend heureuse parce que Jordan Bardella, il a vendu plein de livres au début et là, ça fait des semaines qu'elle est juste devant lui en termes de vente. Et les gens s'amusent. C'est incroyable. Les gens s'amusent à prendre son livre dans les librairies et à le mettre devant le livre de Jordan Bardella et à filmer comme ça. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour Salomé Saké, s'il vous plaît. Les éco-terroristes qui cachent le livre de Bardella. Est-ce que, Salomé, histoire de bien continuer sur cette ambiance, tu peux nous expliquer le coup d'État qui est en train de se dérouler aux États-Unis? Et pourquoi on peut dire aujourd'hui que les États-Unis sont en train de tomber dans le fascisme? Vas-y, je t'en prie. Merci pour l'invitation, merci pour cet accueil. Alors, on va pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ce qui se passe aux États-Unis, mais effectivement, c'est très important de suivre ce qui s'y passe parce que ça va avoir des conséquences sur nos vies aussi, ici en Europe. Et ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se dérouler, c'est que ça va très très vite. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on avait anticipé. Avec Paloma Moritz, que vous avez vu juste avant, on avait réalisé une vidéo pour Blast où on essayait de dresser un peu un tableau de la présidence de Donald Trump en novembre dernier. Déjà, en janvier, c'était 10 fois pire que ce qu'on avait imaginé. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu songer à ce qui allait se passer. On ne pensait pas qu'il y aurait une telle reprise en main des réseaux sociaux aussi vite. On ne pensait pas qu'il menacerait d'envahir des pays souverains comme le Canada, comme le Groenland. Donc déjà, ça va plus vite. Ensuite, Paloma a fait une nouvelle vidéo pour réexpliquer ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc ça, c'était il y a 2 semaines. Et entre-temps, il s'est repassé tout un tas de petites folies. Donc en fait, ça va très très vite. Et surtout, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de s'attaquer au contre-pouvoir, c'est aussi de s'attaquer à l'État fédéral aux États-Unis. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, on va faire une nouvelle vidéo sur Blast qui sortira, donc n'hésitez pas à la regarder pour voir les détails. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que Blast, soutenez les médias indépendants. C'est que sous l'égide d'Elon Musk, il y a le département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, qui est en train de littéralement saigner l'État fédéral américain. Donc ça consiste à licencier très massivement des fonctionnaires et aussi à s'emparer de données, des données sensibles, des données qui concernent les citoyens, qui sont donc entre les mains d'Elon Musk. On ne sait pas ce qu'il va en faire. C'est en gros une équipe qui n'a pas du tout été élue, qui se ramène dans les administrations et qui décide de faire un peu ce qu'ils et elles veulent. Ce qu'ils veulent. C'est extrêmement controversé, mais tu as utilisé le terme de coup d'État. Ce terme, il est en train d'être utilisé, non pas par nous, mais par des spécialistes, des personnes qui sont des observateurs du droit américain, de ce qui se passe aux États-Unis. J'arrive pas à retenir le nom du mec, donc je l'ai noté dans ma main. Donc voilà, c'est dit. C'est dit. Je suis encore dans l'écriture de la vidéo. C'est pas grave. C'est Timothy Snyder, qui est un des plus grands historiens américains de Yale. C'est lui qui dit c'est un coup d'État numérique. Il faut faire très attention à ce qui est en train de se passer. Il y a tout un tas de recours judiciaires, de conflits d'intérêts, mais en fait, ce qui est
ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ça va extrêmement vite. Ça fait même pas un mois qu'il est au pouvoir et on est en train de se demander s'il va faire de Gaza la Côte d'Azur. On est en train de se demander ce qui va se passer avec l'Ukraine. Évidemment, dans le cadre des États-Unis, il y a énormément de mesures discriminatoires qui sont mises en place. Donc ça va très très vite. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui qualifient ça de fascisme. Il y a une citation dans ton livre qui dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Pourquoi certaines personnes, même dans cette salle ce soir, ne sont pas concernées par le péril de l'extrême droite ? Alors, c'est une grande question, je pense qu'on doit se poser collectivement, c'est pourquoi on n'arrive pas à réagir. Pourquoi je pense que c'était important de commencer avec ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça nous montre qu'une fois que la machine est lancée, une fois qu'une forme d'autoritarisme commence à se mettre en place, c'est très, très, très compliqué de se mobiliser, de résister, bien qu'il y ait quand même des formes de résistance qui commencent à poindre là aux États-Unis. Mais donc, il faut agir avant. L'idée, c'est de ne pas en arriver au moment où on a ce type de gouvernement-là qui arrive au pouvoir. Et pourquoi les gens ne réagissent pas ? Je pense que premièrement, il y a cet effet de sidération face à la violence de ce qui se passe. C'est la fameuse stratégie de Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump en 2019, qui disait « flood the zone with shit », inonder la zone de merde, c'est-à-dire qu'on vous balance toute la journée des fake news, et ça c'est vraiment la technique d'Elon Musk. On vous balance des infos extrêmes, c'est-à-dire que même si c'est une déclaration, faire de Gaza à la Côte d'Azur, c'est très choquant. Donc ça va marquer les esprits, on va commenter ça, et à la fin on est sidéré parce que ça va trop vite, parce que c'est trop violent, parce qu'on sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, et ça organise une certaine impuissance et l'impression que de toute façon c'est une machine c'est un rouleau compresseur qui est lancé, et donc on ne peut plus agir. Donc je pense qu'il y a des gens qui voient bien que ce qui se passe est grave, qui auraient envie de réagir, mais qui savent pas trop comment faire. Je parle des États-Unis, mais on a le cas français. Si on regarde le débat public, le débat médiatique, le débat politique, il s'est passé des choses en France qui étaient sidérantes. Voir une partie de la presse rendre un hommage à Jean-Marie Le Pen, c'est sidérant quand on a un petit peu d'histoire politique. Ça... Quand on voit le Premier ministre de la France, François Bayrou, qui parle de submersion migratoire, qui est un terme emprunté à l'extrême droite, c'est sidérant. Je pourrais continuer comme ça longtemps. L'idée, c'est de comprendre la stratégie pour réussir à la déjouer. Parce que c'est en s'organisant, on reviendra peut-être un peu plus là-dessus, et en passant à l'action qu'on contre un peu cette stratégie-là. Et ensuite, je pense qu'il y a un deuxième problème qui organise cette inaction, qui est l'ignorance, qui est la méconnaissance de ce qui est en train de se passer. Là encore, c'est organisé. Il s'attaque de manière vraiment très stratégique à l'information. Il crée ces fameuses vérités alternatives. Donc à la fin, le résultat, c'est pas que tout le monde croit les mensonges, c'est que plus personne ne sait quoi croire, et donc on n'est pas au courant de la gravité de ce qui est en train de se jouer et des dangers qui sont en jeu. Et c'est pour ça que moi je suis là ce soir. C'est pour ça que je pense que ce type d'événement est vraiment très important et qu'il est très important de partager de l'information. C'est qu'il faut bien se rappeler que dans l'histoire récente, les démocraties qui ont sombré dans des régimes autoritaires, les peuples de ces pays-là ne pensaient pas que ça allait arriver. À chaque fois, il y a eu ce phénomène d'ignorance collective, de déni, de minimisation de ce qui était en train de se passer. Et donc, c'est peut-être ça aussi dont il faut se rappeler, c'est qu'on a tendance beaucoup à regarder la Seconde Guerre mondiale et à se dire mais comment ça a pu être possible, comment on a pu en arriver là. Mais il faut bien imaginer que les peuples de cette époque, je crois, n'étaient pas plus bêtes que nous, pas plus méchants, c'était pas dans leur ADN de faire ça. C'est simplement un contexte politique, informationnel, qui a produit ces régimes-là, qui a produit ces horreurs-là. Et tout le rôle de l'histoire, de la connaissance du savoir, c'est de nous éviter de recommettre ce type d'erreur. Donc c'est pour ça aussi que c'est si important de partager le savoir. Et une fois qu'on dépasse et la méconnaissance et la sidération, je crois qu'on a encore les outils pour réagir. Salomé Saké, tu as sorti ton livre Résister aux éditions Payot qui ne coûte que 5 €, disponible partout en librairie. Il est incroyable, il faut l'apprendre par cœur, il faut l'offrir à tout le monde. Vraiment, on va niquer Jordan. Aujourd'hui, tu dis que si l'extrême droite arrive... Je me désolidarise, je le dis parce qu'elle va avoir des problèmes. Oui, elle m'a pas payé pour dire ça. Aujourd'hui, tu dis que si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, alors que le fascisme est déjà en train de triompher aux États-Unis, ça sera super différent de l'extrême droite qui est déjà au pouvoir en Italie, par exemple. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent l'extrême droite, on n'a jamais essayé ?
Non, mais cet argument, il est très important parce qu'il y a ceux qui disent on n'a jamais essayé, donc potentiellement ça peut être bien. Et il y a aussi ceux qui sont très énervés contre les différents gouvernements précédents et qui disent bon, au pire, l'extrême droite arrive au pouvoir, elle va faire n'importe quoi, puis elle partira et on pourra repasser à autre chose. Et c'était important pour moi de contrer ce type d'argument, notamment en prenant bien conscience du contexte international. C'est pour ça qu'en ce moment, je parle beaucoup des États-Unis. Il faut absolument regarder ce qui va se passer en Allemagne ce week-end avec les élections fédérales, avec une extrême droite qui est vraiment extrême droite, qui est plus forte que jamais, avec bien sûr tous les gouvernements en Europe qui sont déjà d'extrême droite, comme le parti de Viktor Orban en Hongrie qui est allié avec Marine Le Pen au Parlement européen. Bon, tous ces gouvernements-là sont en train de s'allier, ceux qui sont déjà au pouvoir et ceux qui ne le sont pas, comme Vox en Espagne. Ils étaient tous ensemble la semaine dernière en Espagne, à Madrid, en train de réfléchir à comment ils allaient mener cette internationale réactionnaire sous l'égide d'Elon Musk, avec ce slogan « Make Europe Great Again », qui est le slogan qu'Elon Musk essaie d'importer en Europe. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, parce qu'avoir un régime d'extrême droite en France qui serait complètement isolé sur la scène internationale et qui devrait faire face à des gouvernements qui sont en désaccord avec ce type de valeurs, ça n'a rien à voir avec avoir un gouvernement d'extrême droite qui soutient directement Donald Trump et qui est soutenu par Donald Trump, qui a tout un tas d'alliances dans le cadre de l'Europe. Et en fait, là, on est dans un moment de bascule qui est mondial, qui n'est pas que français. Et c'est pour ça qu'il est vraiment si important de résister. Ensuite, juste sur le côté constitutionnel, en France, on n'est pas si protégé. On peut défaire l'état de droit de manière assez légale. Et il y a une étude qui a été menée au Parlement européen par le groupe écologiste qui montre qu'en France, il faut 18 mois pour détruire l'état de droit. Donc, ça peut aller très vite. Et encore une fois, on n'a peut-être pas envie d'essayer ça. Comment on fait aujourd'hui pour résister et imposer nos thèmes à nous dans l'espace public ? Là encore, c'est une des grandes questions qui m'obsède, parce que même en tant que journaliste, je passe mon temps là à commenter en ce moment ce qui est en train de se passer, parce que c'est grave et on se dit qu'il faut réussir à qualifier ce qui se passe. Comment on fait pour résister ? Je pense collectivement, ça passe par premièrement le partage d'informations de ce qui se passe, par la réhabilitation du vocabulaire, parce que c'est là encore toute une stratégie, c'est que les mots n'ont plus de sens, donc c'est de discuter de la sémantique et de discuter autour de vous. Parce que là, je pense que dans cette salle, il n'y a pas beaucoup de personnes d'extrême droite, mais vous en avez peut-être autour de vous. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas d'extrême droite, mais qui sont des personnes qui réutilisent une partie du vocabulaire d'extrême droite parce qu'il a été implanté dans l'espace public, dans l'espace politique, dans l'espace médiatique. Il y a plein de stratégies de rhétorique que j'essaie de donner dans le livre. Alors ça ne marche pas dans toutes les familles, tous les endroits, mais ça peut vraiment fonctionner. C'est de garder cette réalité commune, de ne pas céder complètement à cette fracture. Il y a plein de gens avec qui on peut encore discuter, qu'on peut encore alerter. Ça, c'est une des pistes de résistance, c'est le partage de cette information vérifiée. Encore une fois, c'est pas pour rien que dans le programme du Rassemblement national, on a par exemple la privatisation du service public de l'information. Parce que des gens qui sont informés, ça va être un obstacle en fait pour une victoire de l'extrême droite. Donc ça, c'est vraiment une des pistes. Ensuite, c'est de réussir à remettre au cœur du débat, quand on le peut, d'autres thèmes qui sont les véritables thématiques qu'a évoqué Paloma Moritz tout à l'heure. Le 20 février, à l'Assemblée. L'écologie, le social, l'économique. En fait, il y a plein d'autres thèmes dont on peut aussi réussir à rediscuter. Et ensuite, c'est de faire collectif. Et j'insiste sur cette notion de collectif. Là, ce soir, rien que d'être dans cette salle et de sentir l'énergie et de me dire, mais ça y est, il y a 800 personnes déjà qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui sont prêtes à venir ici. Mais ça fait du bien. Et on a besoin de vraiment réussir à garder cette énergie, de réussir à garder cette force et de s'organiser. Et le collectif permet ça. Les associations, les syndicats, qui encore une fois sont toujours dans le viseur des régimes d'extrême droite, c'est ces moments où on arrive à faire collectif. Et je voudrais finir avec cette phrase de Jean-Paul Sartre, qui est dans une pièce de Jean-Paul Sartre, qui dit « La résistance, c'est un refus de céder au découragement ». Et aujourd'hui, je sais que c'est difficile pour celles et ceux qui sont attachés aux droits humains, qui sont attachés à la démocratie, mais c'est parce qu'on ne va pas les laisser nous faire plonger dans le désespoir qu'on va réussir à empêcher ça. Et je pense profondément que c'est possible, sinon je ne serais pas là en train de dire ça, quoi. Merci Salomé Saké. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Je peux rajouter un truc ? Quoi ?
Je veux juste rajouter un petit truc. Vas-y, viens Non, là. parce que Attends, viens là, comme ça, t'es dans la Juste, caméra. c'est tellement important d'organiser ce type d'événement. Merci beaucoup, parce que l'art a aussi un rôle à jouer, parce que l'humour a un rôle à jouer, et que c'est pas qu'une question de journaliste. Tu es l'exemple parfait de ce que j'appelle de mes vœux. Non, mais c'est cette J'adore ce résistance. truc rajouté. C'est de dire chacun on crée notre mode de résistance. Arrêtez Arrêtez Oh, je déteste me faire applaudir, arrêtez. Je suis si modeste et timide, alors. C'est le retour, mesdames et messieurs, de nos deux saltimbanques. Du bruit pour les clowns. On va faire un petit jeu. Cette une de journal est-elle de 1930 ou de 2025? Vous êtes prêts? C'est intense comme jeu. Quel journal a titré « Le retour du patron à l'arrivée au pouvoir d'un homme politique » Réponse 1, le journal allemand nazi Der Stürmer en janvier 1933 en parlant de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Réponse 2, CNews en parlant de Donald Trump pour son investiture le 20 janvier 2025. C'est la réponse 2, c'est CNews, on va tous mourir, vas-y. Et quel journal a publié en gros titre cette une, comme en 18? Réponse 1, le journal Le Petit Parisien en 39 à propos de la victoire potentielle à venir de la France sur l'Allemagne. Ou la réponse 2, le journal L'Équipe en juin 2021 au sujet d'un match France-Allemagne gagné par la France pendant l'Euro de football. Le foot. Bonne réponse, c'est le journal de L'Équipe et c'est de très bon goût. Dans quel journal un article commence par « Hier, des fascistes ont violemment attaqué à l'arme blanche une projection de cinéma ». Réponse 1, Le Petit Parisien en avril 1940. Réponse 2, Libération il y a 2 jours. Et voilà, j'aurais aimé que ce soit la première réponse, mais non, c'est bien la réponse 2, malheureusement, et évidemment, grosse pensée pour les victimes qui sont à l'hôpital. Et s'il y a un moment pendant le spectacle où il faut avoir la diarrhée, c'est maintenant. Voilà. C'est un peu glauque ce jeu, non? Allez, on secoue. Quel journal a publié en gros titre cette une qui dit « Il n'y a qu'une guerre pour faire oublier ça » 1. Réponse 1. Le journal Je suis partout, le 28 janvier 1938 en parlant de la Seconde Guerre mondiale à venir. 2. Le journal Valeurs Actuelles au sujet de l'appellation steak végétal. C'est la réponse 1. Faut pas pousser quand même. Allez, on leur accorde ça. Prochaine question, en quelle année Le Petit Parisien a-t-il titré « Le budget a été voté » Il n'y a pas de choix de réponse parce que c'est bien sûr en 1939, car seulement en 1939, les budgets étaient votés par l'Assemblée nationale. Un petit coucou à Bayrou s'il nous écoute. Hein. Qui a titré « Il faut sauver l'homme blanc hétérosexuel de 50 ans » Réponse 1. Valeurs actuelles au sujet de Frédéric Beigbeder le 17 mai 2023. Réponse 2. Valeurs actuelles au sujet de tous les sujets qu'il traite depuis la nuit des temps. Allez les deux, c'est bon. En quelle année quelqu'un de très médiatisé, qui a eu des chroniques sur Europe 1 pendant des mois, qui a été présentateur d'une grande émission télé, qui a gagné le prix Goncourt, a dit « C'est des femmes qui ressentent rien, donc faut cogner ». Réponse 1, Alain Delon, né en 1935. Réponse 2, Yann Moix, né en 1968, l'année dernière. Et non, c'est les deux, sûrement. Mais on n'a que l'enregistrement de Yann Moix, bande de losers. Qui a publié en une l'été de tous les changements? Réponse 1, Libération en 2024 en parlant du nouveau Front populaire qui gagne les élections. Ou réponse 2, Closer en juillet 2022 en parlant du nouveau régime de Karine Ferry. Oui, c'est bien Closer. Sacré Karine. Hein. Merci, c'est la fin du jeu. Allez. Après avoir bien fait rigoler tout le monde avec le
le retour du fascisme dans le monde, il est temps de parler de ce que fait l'extrême droite en France déjà, avant même d'avoir accédé au pouvoir. Et pour cela, j'ai fait venir l'un des humoristes qui écrit le mieux pour moi en France en ce moment. Je le trouve si drôle et il va vous parler de la passion des associations d'extrême droite pour interdire l'éducation sexuelle au sein des écoles. Mesdames et messieurs, un maximum de bruit pour l'incroyable Louis Catela, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, encore du bruit pour Swan, s'il vous plaît. Oh là là. Tous ces gens venus pour moi. Vraiment merci, je suis donc le 3e temps humour de la soirée, après Ilyes et le gilet de Salomé. On en a parlé en loge, c'est pour ça que je me permets. En effet, Swan m'a écrit il y a quelques mois, elle m'a dit « Tu es drôle, j'aime bien tes vannes. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'éducation sexuelle dans la scolarité, étant donné que tu as la tête d'un lycéen et le corps d'une bomba latina? Pourquoi vous riez ?» Et je me suis dit, au vu de la soirée, je suis assez content qu'elle m'ait donné ça, j'aurais pu avoir un sujet plus compliqué. C'est vrai qu'une soirée sur l'extrême droite, j'aurais pu avoir la discrimination, la désinformation, le recul des droits. C'est un buffet à volonté dans lequel on ne veut rien manger, l'extrême droite. Moi, j'aurais été là, oh, qu'est-ce que je prends? Une tartine de merde, un clafoutis au prout, je sais pas. Bon. Donc, elle a bien fait de me donner ce sujet parce que ça me concerne, ça me touche, ça m'intéresse, et surtout, la vie, très régulièrement, me le met en travers de la route. Je vais commencer par vous faire une confession. J'ai un plan cul. Il y a une suite, hein. Je suis pas juste venu vous dire que j'avais un plan cul. Vous vous en doutez. Un bonbon. Mais comme tous les invités ce soir, hein, regardez, franchement, Ilyes, Salomé, Paloma, que des bonbons. C'est pas un plateau, c'est une boîte à Haribo. Donc, j'ai un plan cul. De droite. Bien sûr, c'est légitime. Je sais ce que vous vous dites, mais quoi, Louis, énorme gauchias, comment tu peux accepter de partager ton intimité avec quelqu'un qui pense ça à une époque où la droite a tendance à glisser à l'extrémité du spectre dans un environnement mortifère? Il a un bonnet F de muscles. Je sais que c'est superficiel, c'est juste que les hommes de gauche sont moins musclés. Ce qui est normal, ils n'ont rien à compenser. Mais en matière de sexualité, voilà, j'avoue, je suis superficiel, j'aime bien les muscles, c'est bombé, c'est moelleux, c'est... Voilà. Que me jette la première pierre, celui ou celle qui n'a jamais touché un pull en cachemire en se disant « Bon, c'est vrai que ça gratte moins que la laine quand même. » Donc... Ça, c'est des rires Bompard que j'entends là-haut. Donc, j'étais avec ce gars, on venait de coucher ensemble, on était dans le lit. Lui, évidemment, conquis. Et moi, j'avais des visions, j'imaginais les compagnons de la Libération qui allaient débarquer dans la chambre pour dire « C'est elle, la catin qui couche avec les nazis !» Et moi, j'allais faire « Mais non, il n'est que de droite !» Et il serait genre « Ta gueule, même Bérou parle de subversion, allez, tu seras tondu !» Bon. C'est pas ça qui s'est passé, on était dans le lit... Voilà, on papote, et d'un coup, sans sommation, sans préavis, le mec me sort « C'est n'importe quoi, ce programme d'éducation sexuelle à l'école. » Je mobilise toutes mes ressources pour rester calme. Petit bambou, tisane, nuit tranquille, du GHB, tout. Parce que moi, je suis ouvert au débat. Comme je suis ouvert au débat, je me suis dit « Je vais aller me renseigner sur les fameux EVARS. » Espace, EVARS. Espace, vie relationnelle et sexuelle. Merci ma perle. EVARS. Je vais me renseigner sur ça, puisque quand je débat, moi, j'aime bien avoir recours à un truc que la gauche appelle la base et que l'extrême droite appelle la triche, à savoir les faits. Et donc, je suis allé lire. Je
suis allé lire le programme parce que si je me contente de ce que je trouve sur Internet, ça va être des fausses informations de type l'éducation nationale envoie des drag queens pour apprendre aux maternelles à se masturber. Ce qui est évidemment faux, en plus d'être impossible. On ne peut pas se masturber avec des ongles de 7 cm, c'est bien connu. Tout ce qu'on risque, c'est de se couper la grosse veine bleue ou de transformer sa titi en hachis parmentier. Donc voilà. C'est faux, bien sûr. Donc, je cherche d'informations parce qu'elles sont répandues par des sites d'associations de parents réactionnaires. Il y en a plein. Et ce sont des associations qui se revendiquent apolitiques. Mais qui participent à des colloques avec Éric Zemmour. Donc déjà, premier foutage de gueule. Hein. Tu peux pas faire des séminaires avec l'extrême droite et après dire « Non, non, on n'est pas politisé. » C'est comme si je faisais une partouze avec 9 ardéchois et que je suis genre « Non, non, j'aime pas le fromage de bite. » Même moi, elle me dégoûte. Donc vraiment... je l'ai écrite, je me suis dit « Elle ne sortira pas de la Madeleine, ça va. » Et donc parmi ces associations, il y en a une que j'adore, qui s'appelle Parents Vigilants. Ça me fait penser à Voisins Vigilants. Vous savez, ces groupes de voisins dans les lotissements qui surveillent s'il y a des voleurs. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font les parents vigilants? Est-ce qu'ils prennent des jumelles? Ils vont dans les bâtiments à côté des cours de récréation, généralement des églises. Je plaisante. Ça permet de faire du lèche-vitrine sans bouger, je plaisante. Et ils sont là, avec leurs jumelles, en train de scruter Valérie, Valérie. Ils sont en train de l'amener dans un coin, là. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Attends, Valérie, il enlève son manteau. Putain, les CM de Lubrique, ils vont le toucher, c'est sûr. Appelle le rectorat. Ah non, c'est bon. Il le raquette. Fausse alerte. C'est pas un plan A3, c'est du harcèlement. Ouf. Bon, je me suis quand même dit, va lire le programme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça commence tranquille. Le programme a envie qu'à partir de 4 ans, on apprenne aux enfants à nommer les parties du corps. Je me suis renseigné auprès des autorités compétentes. Je sais de sources sûres que les enfants de 4 ans ont un corps qui est de taille moindre, mais qui existe, donc on peut le nommer. Je ne sais pas si c'est trop tôt, je sais en revanche quand c'est trop tard. Pourquoi je dis ça? J'interviens dans des lycées. Je parle donc à des garçons qui ont une vie sexuelle, principalement avec leur main droite, mais quand même une vie sexuelle avec les filles, puisque les filles apprennent très tôt ce que c'est que la charité. Et pour l'avoir entendu dans mes oreilles, certains garçons confondent les mots vulve et le mot valve. Je comprends mieux que les femmes ne jouissent pas. Si le pélo essaie de vous resserrer le clitoris avec une clé de 12, ça ne va pas marcher. Une autre partie du programme consiste à dire aux jeunes qu'ils peuvent acquérir des qualités indépendamment de leur genre. C'est capital de dire aux petits garçons et petites filles qu'ils peuvent faire tous les métiers du monde, car encore aujourd'hui, c'est une tannée. Ma meilleure amie est maçonne. Pas une semaine ne passe sans que son collègue Vincent lui demande sur les chantiers « Ça va, c'est pas trop lourd à porter cette pierre ?» Alors qu'entre le granit et le béton, la chose la plus lourde du chantier, c'est... Mais ça encore, ça a été gardé dans le programme. Il y a des choses qui ont disparu sous la pression des associations de parents. Il y a le terme asexualité qui a disparu. Asexualité qui désigne le fait de ne pas avoir d'attirance sexuelle. C'est dommage qu'il l'ait enlevé parce que la sexualité existe et elle a plein de visages. Ne serait-ce que le mois de novembre. Ou alors, j'en sais rien, 30 ans de mariage. Enfin, je sais pas. Il y a également autre chose qui a été enlevée, c'est évidemment la notion de genre. Mon Dieu, ne parlez pas de genre aux enfants. Les enfants n'ont pas besoin de leçons sur le genre pour constater que les deux identités proposées par la société actuelle sont extrêmement limitantes. Je sais que c'est un détail, mais prenez les vêtements. Quel petit garçon n'a pas adoré se costumer? Ouvrez les albums de photos de famille. Il y a plus de gamins déguisés en Dalida qu'en François Fillon. Je sais pas si les enfants s'identifient garçons ou filles, mais je sais que tous les enfants s'identifient stars. Franchement, je me souviens très bien.
Je me souviens très bien quand ma mère partait de la maison, la seconde où elle claquait la porte, je tapais le sprint de ma vie dans le dressing de mes parents et je préférais prendre une robe à paillettes avec 17 colliers qu'un chino beige. Donc ils peuvent empêcher les enfants d'être qui ils veulent être, mais ils peuvent pas leur empêcher d'avoir du goût. Les arguments des parents, des associations de parents, réac, étaient toujours, à mes yeux, très pauvres, voire malhonnêtes. Il y a une phrase sur un des sites que j'ai trouvé avec écrit « Enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation ». Comment voulez-vous que j'écrive une blague plus drôle que ça? Enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation. Ce n'est pas incompatible. Alors oui, les touches de la calculatrice vont un petit peu coller. Mais quelle jouissance de maîtriser l'arithmétique. Et enfin, il y a une phrase que j'ai trouvée sur leur site qui m'a vraiment fait tiquer, qui disait « L'éducation nationale s'est-elle arrogé le droit de rééduquer les familles au travers des enfants ?» Ouh. L'éducation nationale s'est-elle arrogé le droit? Je ne sais pas si elle s'est arrogé le droit, mais elle devrait. Étant donné que, depuis le début de mon intervention, 2 enfants ont été victimes d'inceste en France, et qu'il en sera ainsi de suite, toutes les 3 minutes, jusqu'à la fin de l'année. J'avais prévu, très dur d'être drôle jusqu'au bout. 160 000 enfants sont victimes, au minimum, chaque année, de violences sexuelles. Et parmi les mineurs, 40% ont lieu avant l'âge de 11 ans. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qui traumatise une petite fille? Qu'on lui apprenne le mot vagin, ou qu'un adulte mette des doigts dedans? Du bruit pour Louis Catelin, s'il vous plaît. Du bruit pour Louis, s'il vous plaît. Allez, mesdames et messieurs, on approche la fin de ce spectacle. Oh, je voudrais faire une petite conclusion. J'ai l'impression qu'on va pas avoir le choix de plus s'ouvrir aux autres humains, quoi. Maintenant, voilà. Il va falloir parler aux autres humains. Et bizarrement, aujourd'hui, c'est l'un des trucs qui nous fait le plus peur dans nos quotidiens, c'est d'aller parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, on est capable de construire des mini-ordinateurs avec des métaux rares, des tout petits ordinateurs qui contiennent des terras de nos photos et de nos vidéos, mais c'est stressant pour nous d'aller à la fête des voisins. Si, je vais pas faire une quiche. Bah si, faites une quiche. Et mettez de la crème fraîche dedans, ça la rend goûtue. Je me demande pourquoi les autres nous encombrent. On a tellement peur. On a tellement peur des autres. Je connais une grande navigatrice qui a fait une expédition au Groenland et le but c'était de rester coincée dans les glaces pendant 6 mois en hiver. Chacun son délire pour l'expérience. Et dans son témoignage, elle dit j'ai eu plus peur des hommes que des ours. Quand on y réfléchit, ça fait sens au Groenland quand même. Ça fait beaucoup moins peur de voir un ours qu'un mec comme ça derrière un glacier avec des jumelles comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite-là? Coincée au milieu des glaces. Mais aujourd'hui, même en ville, c'est un peu la même chose, quoi. On a plus peur des humains que des animaux. Pourquoi on a peur des gens différents de nous comme ça? On a peur qu'on nous vole ce qu'on possède. On a peur qu'on nous mégenre. On a peur que les gens aient la gastro. Peur obsédante chez moi, pour le coup. Mais on n'a pas le choix, là. Il va falloir poser nos téléphones et aller parler physiquement aux gens. On est capable d'ouvrir un compte Pinterest pour refaire la déco de sa cuisine. Donc vraiment, on est capable de réfléchir concrètement à comment aller parler à son voisin pour lui rendre un service. Je vous le promets. Je voulais vraiment vous dire que n'oubliez pas que le pire n'est jamais certain. Regardez, quand la gauche s'unit, elle gagne. Emmanuel Macron, il n'a pas suivi, mais c'est quand même ce qui s'est passé, quoi, je veux dire. On a essayé, quoi, franchement. En juin, on a essayé, quoi. Macron, il n'a pas lu ses fiches, mais on a essayé et on a un peu gagné, voilà. Il faut essayer. Moi, je pense que ça sera difficile de manipuler des gens qui ont formé des alliances, qui rient d'eux-mêmes et des autres et qui ne sont pas dans la panique.
on essaye, voilà, on essaye. Je sais pas, si tu veux un enfant, il faut baiser, quoi. Enfin, je sais pas. Bon, moi, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie. Enfin, avoir un enfant, baiser, pourquoi pas. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui te fait sentir plus digne que de baiser, que de lutter. Pardon. Il n'y a rien qui te fait sentir plus digne que de lutter. Ok. Avant de partir, j'ai juste voulu inviter quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec nous. Voilà, on me dit souvent, t'invites des gens, t'es partisane, etc. Et je me suis dit que j'allais inviter... Alors, je sais que ça vous paraît un peu improbable comme ça, mais moi, j'ai fait des études publiques, mais dans laquelle... J'ai fait une école qui s'appelle Sciences Po, dans laquelle il y avait plein de gens très, très riches. Et ce soir, j'ai rencontré des gens très, très riches à cette occasion. Et ce soir, il y a des milliardaires qui ont accepté de venir nous parler et nous donner leur avis sur la situation. Et pour les présenter, je vous prie de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Côme Barthélémy. Merci beaucoup. Vous en avez marre d'être toujours du côté de la loose en politique? Marre de voir des hommes de droite successful sur les plateaux télé pendant que vous sirotez votre seum dans votre canapé? Vous aussi, vous voulez imposer vos idées dans le débat public? Eh bien, c'est facile. Il suffit de devenir milliardaire. Oui, quand on veut, on peut. Oui, même vous. Alors ce soir, pour vous transmettre leur mindset de winners, nous avons des invités exceptionnels, la crème de la crème des milliardaires. Je vous demande de les applaudir vraiment, de les soutenir. C'est pas facile d'être un ultra-riche en France aujourd'hui. Notre premier invité est l'homme le plus riche de France. Et tant qu'on ne le taxe pas sauvagement, il tutoie le top of the world of the fortune mondiale, Cocorico. C'est le porte-étendard de la classe à la française. Mesdames et messieurs, Bernard Arnault! Notre deuxième invité a construit seul un véritable empire grâce à sa détermination et à l'argent de sa famille. Il a désinvesti la France-Afrique pour investir son fric en France et il se bat au quotidien pour redorer notre si belle devise, travail, famille, patrie. Un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Bolloré! Et notre dernier invité, last but not least, c'est the success story de l'influence politique en ce moment. On l'appelle le king du management toxique, le pourfendeur de la bureaucratie. Il sera bientôt le martien alpha. C'est tout simplement l'homme le plus riche du monde. Messieurs et messieurs, Elon Musk! Ok, maintenant vous allez vous lever, puisqu'ils vont vous apprendre en quelques mouvements comment devenir milliardaire. Allez, c'est très simple. Ça commence par les hanches. Droite, 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 droite. Tu bosses, je prends. Croissance, croissance. Je suis riche. Tu bosses, je prends. Croissance, croissance. Je suis riche. Argent. J'hérite. Impôt. J'évite. Argent. J'hérite. Impôt. J'évite. Ok, je crois que vous l'avez. Est-ce que vous sentez que ça ruisselle? Ok. Mais maintenant que vous avez de la thune, il s'agit de l'investir et du bon côté de l'histoire, s'il vous plaît. Donc on reprend. Droite. 1, 2, 3, 4. Facho. J'adore. Gaucho. Tu sors. Facho. J'adore. Gaucho. Tu sors. Ok, est-ce que vous l'avez, les amis? Ok. On va tous refaire depuis le début pour vraiment sentir l'argent ruisseler. Est-ce que vous êtes prêts? C'est prêt. Droite. 1, 2, 3, 4. Tu bosses. Je prends. Croissance. Je suis riche. Tu bosses. Je prends. Croissance. Je suis riche. Argent. J'hérite. Impôt. J'évite. Argent. J'hérite. Impôt. J'évite. C'est facho. J'adore.
gaucho, tu sors, facho, facho, j'adore, j'adore, gaucho, gaucho, tu sors, ouais, tu sors. Merci beaucoup. Vous allez sauver la France, ça fait plaisir, merci. Non, Elon, c'est terminé. Elon, non, Elon, non, pas ça, Elon. Les amis, il n'y a qu'une bonne manière d'avoir les bras tendus. Siamo tutti antifascisti. Tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Et riche. Et riche. Et riche. Et riche. Les riches. Taxes. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Et pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Et pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Et pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Et pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités. Sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Je veux taxer les riches. Taxer les riches. Taxer les riches. Encore. Taxer les riches. Taxer les riches. Taxer les riches. Taxer les riches. Encore. Encore. Taxer les riches. Encore. Une fois. Les quoi? Les quoi? Les riches. Taxer les riches, ok. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Et pas de retraités sur une planète brûlée. Retraite, climat, même combat. Ok, maintenant les amis, c'est le moment de lâcher toute cette colère. Alors, maintenant on va tout donner, on libère tout. La vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. Ouais, la vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. Ouais, la vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. Ouais, la vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. Ouais, la vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. Ouais, la vraie menace n'arrive pas en bateau, elle est déjà ici. C'est les fachos. La vraie menace n'arrive pas en bateau. Ok les amis, on veut voir tous les doigts vers le ciel. Magnifique. On sent la rage qui monte. Levez les doigts, tous les doigts. 1, 2, 3, c'est la jeunesse en mer.
en mer, le Front National. Le Front National. Ouais, la jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. Ouais, la jeunesse en mer, le Front National. Ouais, la jeunesse en mer, le Front National. Le Front National et le balcon en merde, le Front National. Parterre en merde, le Front National et le parterre en merde, le Front National. Et les loges en merde, le Front National. Et les loges en merde, le Front National. Swan en merde, le Front National. Et Swan en merde, le Front National. En merde, Et Swan en merde, le Front National. les loges en merde. Le Front National. Et Swan en merde, Le Front National. Le Front National. Et Swan en merde, le Front National. Swan en merde, le Front National. Planète Bouboule, mesdames et messieurs. Planète Bouboule du bruit.